Bonjour à toutes et à tous. Il est 10 heures, donc je vous propose qu'on commence tranquillement. Puis, s'il y a d'autres participants, ça rejoindront probablement nous au cours du webinaire. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Mélodie Charret. Je suis chargée de projet en milieu naturel au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Puis avant de poursuivre, je vous demanderais peut-être de fermer vos micros durant le webinaire. On va avoir une période de questions à la toute fin. Vous allez pouvoir les réouvrir sans problème. Comme que je disais, je m'appelle Mélodie Charret. J'appuie ma coordinatrice Catherine Monette dans la planification de certaines activités, dont les webinaires, pour le volet municipal de notre projet de marketing social Rainette Faugrillon. Comme que je dis, c'est un projet de marketing social qui vise vraiment à sensibiliser la population, puis aussi les municipalités, aux différents enjeux liés à l'espèce à statut. Le volet grand public est vraiment pris en main par l'équipe de l'établissement Renette Faugrillon Québec, puis notre organisation s'occupe du volet municipal. Pour le troisième webinaire de notre série 2024, on va présenter un webinaire qui s'appelle Contrer la fragmentation des habitats de la Rainette Faugrillon de l'Ouest, un corridor avec à la fois. Et puis notre conférencière aujourd'hui, c'est Caroline Biston. Caroline a travaillé dans plusieurs organismes et municipalités sur différents projets de conservation en milieu naturel. Aujourd'hui, elle occupe le poste de directrice des relations avec le milieu chez Corridor Appalachiens. Comme que je disais, dans un souci de fluidité dans la présentation, mais aussi de sobriété numérique, je vous suggère de fermer vos caméras et vos micros durant la présentation à Caroline. Puis vous allez pouvoir les réactiver en fait durant la période de questions et d'échanges à la toute fin du webinaire. Sur ce, je donne la parole, Caroline. Oui, bonjour à tous. Donnez-moi juste quelques moments pour que je puisse vous partager ma présentation. Bon, alors, bienvenue à tous. Déjà, je veux d'emblée vous dire que je me sens un peu le syndrome de l'imposteur parce que Corridor Appalachien, je vais vous présenter notre organisme plus tard. On travaille surtout en Estrie et bon, la Rainette Faugrillon va jusqu'au contrefort des Appalaches et notre organisme travaille surtout dans les Appalaches. Pourquoi c'est nous qui vous présente ça? Ben, c'est que d'une part, la demande qui nous a été demandée, qui nous a été faite par le CREM, c'était de vous présenter la boîte à outils municipale qu'on retrouve sur le site connectivitéécologique.com. Donc, ça va être une partie de la présentation qu'on va regarder ça. Mais d'autre part aussi, c'est que, bon, ça fait 1 an et demi que je suis chez Corridor Appalachiens, mais auparavant, j'ai travaillé beaucoup en Montérégie, donc, entre autres, au ministère des Ressources naturelles et de la faune à l'époque, où, bon, j'ai traité, entre autres, de certains dossiers de la Rainette Faugrillon. Donc, ça me fait plaisir de retrouver mes anciennes amours. Pour aujourd'hui, la présentation, on va premièrement vraiment bien comprendre qu'est-ce que la rainette Faugrillon. Peut-être que plusieurs d'entre vous connaissez déjà cet élément-là, mais je pense que ça va faire du bien de se replonger pour comprendre comment on peut utiliser les outils d'urbanisme pour assurer la protection, comprendre son habitat, les enjeux de fragmentation de connectivité et comment, avec les outils municipaux, on peut assurer la protection de cette connectivité-là. Mais avant, je ne sais pas de qui vous êtes là. J'aimerais savoir, vous êtes tous principalement du milieu municipal, mais je ne sais pas de quel service vous êtes. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le milieu municipal. Moi, j'étais à la division environnement. Est-ce que peut-être en levant le pouce en l'air, ceux qui sont plus dans les équipes environnement, peut-être faire un pouce en l'air? Là, je ne vois pas les participants, Mélodie. J'en vois quelques-uns. OK, j'en vois d'autres, Sonia. Est-ce qu'il y en a qui sont de l'équipe plus de l'urbanisme? Donc, j'en ai quelques-uns comme ça. Autres services, là, je réduis beaucoup ça, mais c'est sûr que si on parle de protection, c'est principalement ces deux volets-là. Des personnes qui sont autres que du milieu municipal.
On a quelques-uns ici, effectivement. Donc, je pense que vous allez trouver sûrement un petit quelque chose là-dedans, tout le monde, pour voir comment on peut travailler ensemble à la protection de l'habitat de la rainette faugrillon. Donc, juste rapidement vous présenter, Corridor Appalachiens, c'est un organisme de conservation à but non lucratif. Donc, évidemment, on travaille au niveau de la conservation des milieux naturels dans les montagnes vertes du Nord. Donc, c'est à peu près le territoire, grosso modo, de Cowansville à Sherbrooke et des lignes américaines jusqu'à peu près Granby au nord. Donc, ça vous donne une petite idée de le territoire d'action. Donc, on travaille effectivement principalement, notre mission, le cœur, c'est les actions de conservation des milieux naturels. Donc, on est la région où il y a en terre privée la plus grande concentration d'aires protégées. On travaille beaucoup au niveau de l'acquisition des connaissances, la gestion et la mise en valeur et l'éducation, sensibilisation. Donc, on est une équipe de plus d'une vingtaine de professionnels à temps plein avec 10 à 15 saisonniers qui se joignent à nous au cours de l'été. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans le cœur de notre présentation. Donc, de qui on parle? C'est la petite bête qu'on veut protéger. Donc, effectivement, il y a plusieurs espèces de rainettes au Québec. Ce week-end, justement, c'était la fête des pères et le masseur. Mais non, la rainette, c'est pas en péril. Il y en a plein qui viennent dans ma piscine. Fait que je dis, ouais, mais c'est sûrement pas la rainette faugrillon qui vient dans ta piscine. Donc, c'est une espèce qui a un statut menacé autant au niveau de la législation provinciale et fédérale, de petite taille et avec une couleur brun olive qui se marie bien avec le milieu naturel. Donc, comme les rainettes, elle a des petites ventouses, mais qui sont peu développées. Et c'est une espèce qui vit vraiment pas longtemps, donc 1 an, parfois 2 ou 3, ce qui fait en sorte que s'il y a un problème de recrutement, ben, il peut y avoir une problématique pour la survie de l'espèce, entre autres. Donc, quand on l'identifie, c'est via le chant, qui est donc une période très spécifique et avec un long cri, un cri qui ressemble un peu comme un ongle sur un peigne. Et je trouvais très intéressant de vous présenter cette petite vidéo qui, j'espère, va partir dans mes tests. Il fallait que je reparte et je revienne. Ça part. On a une chorale de rainettes faugrillon code 4. Ça, c'est un endroit où ça chante tout le temps. Mais des fois, ça chante très fort, puis des fois, ça chante un peu moins fort, mais ça s'arrête pas. Ah, ben c'est une code 3 d'abord. Ça vient de s'arrêter. On me pose souvent la question à savoir pourquoi c'est important de protéger la rainette faugrillon. Elle a un rôle important dans la chaîne alimentaire. C'est vraiment une proie de choix quand elle est présente à quelque part, elle est présente en grande quantité. Mais quand elle est plus présente, là, on a un problème. Plus il y a de mâles qui chantent en même temps, plus ils chantent globalement fort, plus ça attire les femelles à aller dans cet étang-là. C'est une espèce qui a un statut, mais la raison pour laquelle elle a un statut, c'est que c'est aussi une espèce qui est parapluie. Quand on la trouve quelque part, c'est qu'il y a plein d'autres espèces qui utilisent le même milieu qu'elle, puis c'est une force pour la biodiversité. Malheureusement, mon constat principal, c'est un déclin des observations de rainettes faugrillon, mais ça, c'est à la grandeur de la Montérégie. C'est pas juste au canal de Beauharnois. Les changements climatiques ont un gros impact sur les habitats, plein de pression de développement sur beaucoup d'habitats aussi, que ce soit dans le milieu urbain, agricole, industriel. J'ai vu toutes sortes de choses, là. Cette semaine, il y avait du remblai de certains milieux humides où on retrouvait la rainette faugrillon parce qu'on a élargi une piste de quad.
c'est rare qu'on les voit. Ça fait 20 ans que je fais les inventaires de rainettes faugrillon, puis ça fait la 4e que je vois dans ma vie. C'est un sentiment de fierté qui m'anime, moi, quand je suis capable de voir de la rainette faugrillon. Mais juste les entendre, je suis juste contente de pouvoir avoir contribué à leur sauvegarde. Alors, il y a plusieurs choses qu'on va reprendre dans les divers éléments, mais en attendant, je ne sais pas si vous avez entendu ce que la rainette disait. Moi, je parle de rainette, puis elle disait « Viens-t'en ici, maudite chanceuse ». Alors, ceux qui comprennent l'allusion sont de ma génération avec le film La Florida. Mais effectivement, c'est le cri du mâle qui attire les femelles dans la période de reproduction. C'est vraiment dans cette période très spécifique qu'on peut identifier les sites de reproduction et permettre après ça de pouvoir mieux comprendre en détail l'habitat. Donc, justement, quand on parle de l'habitat de la rainette faugrillon, il y a deux parties très importantes qu'il faut conserver. Donc, premièrement, il y a l'étang, qui sont des milieux humides temporaires où au printemps, elle va aller se reproduire et le tétard va se développer jusqu'à l'âge adulte juvénile pour après ça, le reste de sa vie habiter ou presque la passe quand même dans la reproduction dans l'habitat terrestre. Elle va se nourrir, elle va aussi hiberner dans cette section-là. Et donc, c'est une espèce d'équilibre vraiment important parce que on veut. Ce qu'elle cherche, c'est des milieux humides qui vont s'assécher au niveau de l'été parce que cela évite qu'il y ait des prédateurs comme des poissons ou d'autres espèces de ce même type-là qui vont pouvoir manger les têtards. Mais en même temps, il ne faut pas qu'elle s'assèche trop vite parce que là, le cycle de développement des têtards ne pourra pas se compléter et là, c'est une année de reproduction qui peut, comme ça, s'éteindre. Et on met toujours une zone tampon quand on parle de l'habitat, ce qui fait qu'on a un 300 mètres de buffer autour de l'habitat de reproduction parce que c'est une police d'assurance. Donc, je vous ai parlé d'hydropériode, donc c'est un équilibre très fragile. Et en ayant ce buffer-là, ça va faire en sorte qu'on puisse maintenir ces caractéristiques-là très particulières. Donc, c'est à garder en tête après ça, comment on va appliquer nos mesures d'urbanisme pour faire en sorte qu'on puisse bien protéger l'ensemble de l'habitat. Un autre élément que je veux amener à votre attention pour vraiment planifier comment on peut protéger l'ensemble de la connectivité écologique au niveau de la rainette faugrillon, c'est une notion en écologie qu'on appelle la fragmentation. Donc, c'est un peu de coupe. Quand on coupe un habitat en deux ou qu'il y a un lien qui ne se fait plus, on parle de fragmentation. Donc, ça a un impact très important au niveau de la biodiversité. Une étude de McGill montrait que ça pouvait aller de 13 jusqu'à 75 de réduction de la biodiversité. Donc, la capacité de nos forêts, de nos habitats naturels pour vraiment avoir une qualité, une quantité d'habitat, c'est vraiment le degré d'interconnectivité. Et ça peut être influencé par l'ensemble des activités humaines, les changements climatiques et d'autres éléments. Donc, c'est certain que là, on n'est pas dans l'habitat typique de la rainette faugrillon. J'ai repris un peu nos milieux qui sont très forestiers en Estrie. Donc, on va parler souvent d'habitat d'intérieur. Donc, il y a des espèces à grand domaine vital qui ne vont utiliser que ce type d'habitat-là à l'intérieur. Donc, pour le déterminer, on va avoir une espèce de buffer, souvent 100-200 mètres. Et la partie intérieure, c'est ce qu'on appelle l'habitat d'intérieur parce que ces espèces-là n'iront pas nécessairement dans la bordure qui sont utilisées par des espèces plus communes ou des parasites ou d'autres éléments comme ça. Donc, si vous voyez dans l'exemple, si on ajoute une route, un développement résidentiel, on augmente l'intensité de la pratique agricole, mais on vient couper en deux et ce qui reste d'habitat d'intérieur, finalement, est très, très réduite et finalement, on a une diminution. Mais si on transpose au niveau de la rainette, on va voir tantôt comment on détermine la connectivité au niveau de la rainette, mais c'est qu'on vient couper la qualité de nos habitats et ce qui reste. Dans notre planification, au niveau de l'urbanisme aussi, c'est un élément
à comprendre, mais aussi avec l'aspect de la forme de notre milieu naturel, parce qu'on peut avoir la même quantité, la même surface résiduelle après, par exemple, un développement résidentiel dans un habitat naturel, mais la forme va avoir un impact vraiment différent. Donc, dans la forme en étoile, bien, il n'y a presque plus d'habitat intérieur parce qu'on est venu avec la forme réduire, augmenter notre lisière, ce qui fait qu'on n'a presque plus d'habitat intérieur. Et donc, ça peut être, par exemple, des critères qu'on va mettre dans un règlement de plan d'aménagement d'ensemble pour, dans la planification, penser à cette espèce de forme-là. Donc, quand on parle d'un réseau écologique qui permet d'assurer une connectivité dans un ensemble de milieux naturels, c'est qu'on va intégrer plusieurs éléments. Donc, nos noyaux d'habitat, ici, c'est marqué réservoir de biodiversité, qui sont un peu le cœur. Donc, c'est un peu comme nos organes dans notre corps. Et il va y avoir un réseau qui va venir faire le lien entre ces réservoirs. Donc, c'est un peu comme notre système sanguin dans notre corps qui va venir faire assurer les échanges entre les différentes parties. Donc, soit au niveau du paysage, ça peut être de type pas japonais pour certaines espèces comme des oiseaux qui peuvent, avec des boisés résiduels, faire le lien entre les différents habitats. Et ça, c'est hyper important pour rendre notre infrastructure naturelle vraiment durable à long terme et assurer la viabilité des espèces. Si on transpose ça au niveau de la rainette faugrillon, il y a deux éléments particuliers. Il faut tout d'abord penser à ce qu'on appelle les métapopulations. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous parlais de l'habitat typique, l'habitat de reproduction avec le buffer de 300 mètres qui inclut l'habitat terrestre et la zone tampon. Donc, quand on en a plusieurs qu'on colle ensemble, c'est ce qu'on appelle une métapopulation. C'est très important d'assurer cette quantité-là parce que, par exemple, si on a un été qui pourrait être plus sec, il pourrait y avoir certains étangs qui s'assèchent trop vite. Je vous parlais tantôt de l'importance de l'hydropériode pour être sûr que le développement de nos rainettes puisse se faire pour qu'elles puissent survivre. Bien, à ce moment-là, si on a un réseau fort, ça va faire en sorte qu'une année, peut-être qu'un étang va être moins fonctionnel et l'autre année d'après, l'autre étang va prendre le relais et venir recoloniser. Ça va assurer la résilience. Et entre ces métapopulations, il faut qu'on ait des corridors qui sont composés d'habitats variés, de milieux humides, milieux terrestres, avec une largeur quand même assez importante pour limiter un peu l'effet de fragmentation, donc éviter les effets de lisière. Donc, c'est pas obligé d'être un habitat parfait. Il faut qu'il y ait un espace qui puisse se permettre de se déplacer. Des fois aussi, c'est des petits cours d'eau, des petits fossés qui sont un peu des couloirs de transmission. Donc, dans l'ensemble de notre planification de ce qu'on veut conserver, il faut inclure les deux. Et ce qui vient menacer un peu la connectivité, l'habitat de la rainette faugrillon, c'est que présentement, les populations sont hyper fragmentées. Je ne sais pas si vous avez relevé dans la vidéo que je vous ai présentée tout à l'heure, on parlait de 40% des étangs qui ne sont plus qui ont disparu depuis 2004 et dans ceux qui restent, on entend de moins en moins de rainettes. Donc, on est à un niveau vraiment très intense. C'est pour ça que le statut de la rainette faugrillon au Québec a passé de vulnérable à menacé dans les dernières années. L'urbanisation, évidemment, ça a un impact pour réduire complètement certains étangs qui sont éliminés ou faire des coupures entre deux métapopulations. Quand on change aussi au niveau des pratiques agricoles qui deviennent trop intenses, donc des milieux trop secs, ça va faire en sorte que l'habitat ne pourra plus être fonctionnel. Et je vous ai parlé que la rainette était très petite. Elle n'a pas une capacité de se déplacer très grande. Donc, un réseau routier peut être un obstacle majeur, même un petit sentier aussi pour se promener. Donc, dans des planifications, par exemple, si on veut faire de la mise en valeur, bien, il faut vraiment tenir compte de cet élément-là qui peut être une coupure directement pour la rainette faugrillon et les changements climatiques qui viennent amplifier le tout. Évidemment, il y a d'autres menaces, par exemple, comme les pesticides ou d'autres éléments comme ça, mais c'est entre autres des menaces très importantes par rapport à la rainette faugrillon. Donc, comment on peut travailler avec les outils d'urbanisme pour s'assurer du maintien de ces populations-là? Je vais vous parler de la boîte à outils municipale. Donc, vous avez ici la page couverture du site connectivitéécologique.com. Vous avez dans les onglets du haut
un onglet qui s'appelle boîte à outils. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez voir que ça va défiler. Entre autres, si vous êtes une municipalité, une MRC, mais il y en a aussi pour d'autres, pour le milieu forestier ou agricole. Mais vous avez là-dedans différents exemples d'outils d'urbanisme avec certaines municipalités qui les ont utilisés, pas nécessairement spécifiquement pour la rainette faugrillon, mais de façon générale pour assurer la protection des milieux naturels et assurer la connectivité. Donc, dans n'importe quelle démarche, c'est donc il y a 4 étapes qu'il faut bien comprendre. Donc, une première étape, c'est de définir c'est quoi nos préalables. Donc, c'est quoi nos objectifs qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on veut connecter? Des milieux humides, des boisés ou certaines espèces? C'est certain que quand on travaille au niveau d'une municipalité, on va être à une échelle plus macro. Souvent, on n'ira pas nécessairement avec une espèce particulière parce qu'on veut comprendre la connectivité sur notre territoire au niveau de la MRC. On va utiliser des grands groupes d'espèces. Mais on peut travailler en complément. Par exemple, là, il y a un besoin très criant au niveau de la rainette faugrillon d'avoir une autre planification de connectivité pour cette espèce-là et de l'intégrer avec notre autre planification de connectivité écologique. Donc, c'est vraiment important de comprendre nos objectifs de départ pour après ça acquérir les connaissances. Donc, peu importe les outils d'urbanisme, les réglementations qu'on va changer, si on se base sur une information factuelle qui démontre l'urgence d'agir, bien, on va pouvoir vraiment mieux défendre ces outils-là qu'on met en place et qui vont nous permettre de définir le réseau et la mise en œuvre avec les actions qu'on va mettre en place. Donc, au niveau de la collecte d'informations, il y a différents volets. Donc, évidemment, il y a diverses couches d'inventaire qu'on peut aller chercher. Il y a aussi des plans de conservation qui ont été faits pour les divers métapopulations. Vous avez ici l'exemple de Contrecœur qui date de juillet 2021. Évidemment, vous avez tous vos PRMHH, vos PRMN, vous avez acquis énormément de connaissances, donc c'est à mettre à profit. On n'est pas obligé de tout le temps réinventer la roue, il faut se baser sur ce qu'on a. Il y a aussi avec les organismes de conservation que vous pouvez aller chercher de l'information, mais il y a quand même beaucoup d'augmentation par rapport à la rainette faugrillon sur laquelle vous pouvez travailler. Donc, dans le document que vous avez là, vous avez ici, par exemple, pour la population de Contrecœur, si vous voyez là, les petits points rouges ou jaunes, c'est les codes d'abondance. Donc, dans la vidéo, tantôt, Geneviève parlait code 4, code 3. Donc là, ici, on a comme 3 niveaux d'abondance. Et vous avez les espèces de ronds qui est notre 300 mètres autour qui permet de définir finalement l'habitat terrestre de la rainette faugrillon. Pour ensuite définir comment on planifie le réseau écologique. Donc, on part de ces inventaires-là. Vous avez encore l'exemple de Contrecœur et plus bas, c'est celui de Boucherville. Et on définit finalement la zone qu'on veut conserver et les liens dans la trame qui nous permettent de faire, de connecter ces métapopulations-là. Donc, vous voyez à Contrecœur en haut, il y a un cours d'eau qui permet de faire le lien, une zone un peu plus terrestre. Dans Boucherville, c'est les zones en rouge que vous voyez, donc des zones terrestres. Et il y a une analyse qui a été faite il y a environ 5 ans sur justement la connectivité de l'habitat de la rainette faugrillon qui a été faite par l'équipe d'Andrew Gonzalez et le Centre de la science et de la biodiversité, où ce qui a été démontré avec les analyses, avec différentes analyses géomatiques au niveau de la connectivité, c'est l'importance des liens d'écoulement que sont les petits cours d'eau et les fossés. C'est certain que tantôt, je vous indiquais que la rainette va éviter des étangs permanents ou certains cours d'eau parce qu'elle va éviter les prédateurs, mais ces petits cours d'eau-là peuvent être utilisés soit comme habitat de reproduction, puis tranquillement aller vers un autre site de génération en génération. Mais des fois aussi, il va y avoir une espèce de comme si elles sont emportées avec le cours d'eau, un peu comme des glissades d'eau, je pourrais dire. Donc, elle peut, comme ça, être transportée sur une plus longue distance pour aller coloniser un autre site. Donc, ils sont hyper importants dans la trame.
Et cette étude-là aussi a démontré que présentement, la connectivité entre les habitats est déjà très limitée. Donc, il y a peu de secteurs qui offrent une connectivité régionale, ce qui fait qu'elle est très limitée pour réagir au niveau des changements climatiques ou autres changements qu'il pourrait avoir dans l'environnement avec l'impact majeur là, des activités humaines sur l'habitat de la rainette faugrillon. Donc, il faut vraiment inclure tout l'aspect de la connectivité dans les plans de conservation actuels. Au niveau de la mise en œuvre, il y a des nouveaux éléments à prendre en compte. Donc, dans les dernières semaines, on a vu les nouvelles OGAT qui ont été adoptées par le gouvernement qui vont être mises en vigueur à la fin de l'année. Mais déjà, vous pouvez commencer à planifier vos changements réglementaires, vos outils d'urbanisme avec ces éléments-là à garder en tête. Donc, je mets en lumière 2 objectifs principaux qui nous concernent. Donc, l'objectif 2.1 qui est de conserver les milieux naturels d'intérêt. Donc, les MRC devront identifier les territoires d'intérêt écologique ainsi que les menaces et les risques. Oups, j'ai une petite faute ici. Qui va venir affecter ces territoires-là écologiques et devront établir des moyens de conservation adaptés, soit avec l'affectation des normes en cohérence avec les mesures de conservation. Et l'objectif 2.2, qui est vraiment contribuer à la résilience des écosystèmes. Donc, les MRC devront déterminer les corridors écologiques, prévoir des usages compatibles, plus des affectations des normes qui vont permettre le maintien ou la restauration et ou des corridors écologiques. Et les MRC sont aussi invités à favoriser la création de passages phoniques. Donc, qu'est-ce qu'il faut prévoir dans nos mesures et nos affectations? Donc, l'équipe de rétablissement a un plan de rétablissement 2019-2029 où il y a vraiment plusieurs dizaines d'actions, mais je veux dire que le cœur de ce qu'il faut mettre en œuvre sont avec ces 2 objectifs-là. Donc, le premier, protection des populations et de l'habitat de la rainette faugrillon, soit via des outils d'aménagement, la conservation volontaire, l'acquisition pour la conservation. Donc, on l'a vu tout à l'heure, les populations sont à un état critique. Donc, il faut vraiment protéger ce qui reste pour assurer la résilience. Et oui, c'est par rapport à la rainette faugrillon, mais comme dans la vidéo, c'est indiqué, c'est une espèce parapluie. Ça nous permet de conserver un type d'habitat particulier qui est propice pour un grand nombre d'espèces qui utilisent ce même type d'habitat-là. Et l'objectif 2, c'est vraiment améliorer la connectivité, donc avec un aspect de restauration en créant des nouveaux milieux de reproduction entre nos métapopulations ou au travers et créer et maintenir des corridors de dispersion. Donc, comment on peut le faire? Donc, quelque chose qui peut être une analyse assez simple au départ, c'est regarder quels sont les immeubles municipaux, donc quels sont les terrains que la municipalité possède, qui pourraient être dans ces habitats-là qu'on a identifiés de la rainette faugrillon avec l'étape préalable de notre connaissance du territoire, et est-ce qu'on peut travailler à les protéger, à les mettre en valeur. Donc, ça appartient déjà à la municipalité. C'est une première analyse qu'on peut faire. Évidemment, ces immeubles-là, ils appartiennent à la municipalité à cause de différents objectifs qu'on a au niveau de la municipalité, qui n'est pas juste au niveau des milieux naturels, mais en même temps, si on veut développer dans ces terrains-là, il va falloir inclure dans notre analyse l'aspect des milieux naturels. Évidemment, une municipalité peut décider d'acquérir des lots jugés prioritaires, donc elle peut utiliser différents outils réglementaires, le droit de préemption, elle peut orienter les contributions pour fin de parc et espaces verts dans ces milieux-là. Une municipalité peut aussi émettre des reçus d'impôts au niveau du programme de dons écologiques. Donc, les organismes de conservation le font, mais une municipalité peut le faire aussi. Et elle pourrait utiliser aussi son pouvoir au niveau d'émettre une réserve foncière pour fin publique. Donc, c'est émis pour 2 ans, ça peut être renouvelé pour un autre 2 ans, mais c'est sûr qu'au terme, la municipalité, soit à l'acquiert ou après ça, ben, elle n'a plus cette disposition-là, mais ça nous permet de voir comment on peut travailler au niveau de la protection de ces territoires-là jugés prioritaires.
Évidemment, les organismes de conservation peuvent être un allié très, très important. Donc, il y a plusieurs municipalités à Montérégie qui ont ce lien-là avec les organismes qui peuvent, donc, il y a de la sensibilisation qui peut être faite au niveau des propriétaires pour les inviter vers un processus de conservation volontaire, soit par des servitudes, réserves naturelles, différents éléments qui pourraient amener la protection de ces milieux naturels-là. Travailler avec un organisme de conservation qui, justement, pourrait faire du démarchage, de la sensibilisation auprès des propriétaires et utiliser le zonage pour amener une protection. Évidemment, dans les dernières années, on était très frileux avec les différentes jurisprudences qui n'allaient pas directement avec les éléments de protection, mais le changement réglementaire qu'on a eu dernièrement amène des éléments qui peuvent favoriser, mais évidemment, là, ça reste à tout bien planifier, mais si nos analyses au niveau du zonage reposent sur une documentation forte et qui démontre l'urgence, on est plus, donc on a plus de force pour pouvoir défendre ces éléments-là par la suite. Vous pouvez travailler aussi avec l'ensemble de la réglementation d'urbanisme. Donc, dans un premier élément, c'est de travailler au niveau de l'échelle macro avec l'ensemble des politiques et plans. Évidemment, le plan d'urbanisme qui donne les grands objectifs de base, mais si tout ça est interrelié avec vos différentes planifications, que ce soit une planification stratégique, vos politiques en environnement, plans de conservation, vous avez à travailler dans les prochaines années, les plans d'adaptation au changement climatique. Alors là, c'est vraiment un objectif qui est ancré directement dans le développement de la ville. L'ensemble aussi des secteurs qu'on vise à conserver ou à protéger. Évidemment, vous avez les PRM à charge que vous avez réalisés dans les dernières années où vous avez identifié des objectifs de protection. Évidemment, j'imagine que vous avez intégré les éléments d'espèces en péril, dont la rainette faux-grillon. Il faut s'appuyer sur des données probantes. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, c'est vraiment le nerf de la guerre pour être solide et défendre, par exemple, s'il y aurait des recours légaux, nos objectifs de développement qui intègrent la protection des habitats avec des objectifs chiffrés. Vous avez dans la boîte à outils certaines municipalités qui ont utilisé évidemment des règlements sur les plans d'aménagement d'ensemble, moins sur les plans particuliers d'urbanisme, mais il pourrait avoir des objectifs dans un PPU pour assurer la protection des habitats de la rainette faux-grillon. Évidemment, dans un plan d'aménagement d'ensemble, on parle de critères et bon, souvent j'entendais dans les dernières années le discours de il faut concilier le développement et la protection des milieux naturels. On va avoir, par exemple, des critères qui disent qu'il faut qu'il y ait 50% des milieux naturels qui soient protégés. Mais comment je vous dirais bien ça? Présentement, avec la rainette faux-grillon, on est à un niveau critique. C'est comme si j'avais plus de jambes, il me restait un bras, puis dans les critères de PAE, on disait qu'il faut qu'il reste 50% de ma main. Bon, fait que là, il y a différents éléments, comment je pourrais le planifier. Je pourrais dire, OK, je te garde 3 doigts, je t'en coupe 2. Ah, mais peut-être que ça serait mieux que tu ailles toute ta main. Je vais t'enlever finalement l'avant-bras du mognon jusqu'à la main, puis pour assurer la connectivité, je vais te plugger ta main à ton mognon. On s'entend que c'est à peu près ça l'analogie qu'il y a avec les habitats de rainette faux-grillon. Plus ça va aller, si on va toujours avec un 50% qu'on détruit, finalement, le cœur ne fonctionnera plus là, au niveau de l'organe général qui est le réseau écologique de la rainette faux-grillon. Dans la réglementation, on peut aussi voir quel usage qui pourrait être compatible. Et là, comme avec l'analogie que je vous ai dit tantôt, avec l'équilibre qui est très difficile à maintenir au niveau de l'hydropériode, c'est un petit peu difficile, les usages qui pourraient être compatibles, mais on peut regarder ces éléments-là. Au niveau de l'occupation du sol, donc le CES, coefficient, voyons, je ne sais plus. En tout cas, bref, le coefficient d'utilisation au sol qu'on peut regarder avec une maison qu'on pourrait mettre, comment on peut garder une grande partie. On peut regarder pour limiter le déboisement avec les règlements des permis et certificats, comment dans la configuration, les aménagements d'entrée de cours pourraient être faits pour être sûr que ce ne soit pas un élément de fragmentation.
Je vous ai parlé tantôt que certains petits cours d'eau et fossés peuvent être des voies de connectivité hyper importantes. Donc, est-ce qu'on peut établir des marges de recul plus grandes ou des rives élargies? Et on pourrait utiliser, par exemple, le règlement sur les plans d'intégration architecturale pour dire que dans les rives élargies, on pourrait autoriser certains éléments, mais si finalement ça ne vient pas contrer notre objectif identifié pour la connectivité de la rainette Faugrillon. Les milieux humides avec les PRMHH et les règlements qui vont découler aussi associés à ça. Et finalement, dans le règlement de lotissement, on pourrait dire qu'on restreint le lotissement dans certaines zones où qui doit tenir compte d'objectifs en lien avec la préservation de l'habitat de la rainette Faugrillon. Donc, j'ai vu que la CMM avait établi un règlement de contrôle intérimaire au niveau de l'habitat de la rainette Faugrillon, mais quand je regardais les cartes, c'était seulement l'habitat et je ne voyais pas beaucoup d'éléments de connectivité qui étaient identifiés dans la cartographie associée avec la réglementation. Donc, c'est certain que c'est intérimaire, donc ça donne le temps aux municipalités de voir comment elles peuvent intégrer la planification pour la protection dans une réglementation qui va devenir officielle, mais c'est quand même un bon pas pour un peu limiter et amener une réflexion par rapport aux différents éléments de développement. Donc, mon message final, ce serait de dire il faut innover. On a des outils réglementaires, puis pour l'avoir vécu souvent entre notre vision de biologiste et les urbanistes qui doivent entrer ça dans un cadre réglementaire qui peut être parfois rigide parce qu'un inspecteur, par la suite, après, il faut qu'il puisse dire oui ou non, ou on peut aller avec certains critères, avec d'autres réglementations, mais il faut tous les deux, chacun dans nos expertises, mettre de l'eau dans notre vin. Je vous donne un exemple. Quand j'étais à la ville de Saint-Jean et j'arrivais, je voulais avoir la couche des milieux humides. Donc, c'était la couche des inventaires qu'il y avait eu. Moi, c'est ça que j'avais en tête, parce que je voulais faire mes analyses, comprendre où sont mes milieux humides sur mon territoire. Donc, je vais voir mon collègue qui était à la cartographie et je lui dis, j'aimerais avoir la couche des milieux humides. Donc, il m'envoie une couche et je voyais que des bouts, c'était coupé carré. Puis là, j'ai dit, ben, il doit y avoir d'autres couches. Il dit, non, non, non. C'est les seuls milieux humides qu'il y a sur notre territoire. Pour finalement comprendre que notre réglementation était basée, qu'il n'y avait aucun remblai des plaies dans les milieux humides identifiés au niveau du règlement de zonage associé à la carte en annexe, qui était celle qui me démontrait. Donc, la vision très urbanistique, c'est ça les milieux humides, il n'y en a pas d'autres, mais dans les faits, c'est que biologiquement, il y a, en tout cas au niveau des milieux naturels, il y en a d'autres. Donc, il faut se comprendre dans chacun de nos langages et voir comment on peut ensemble remodeler les outils qui sont là pour arriver à la protection de nos milieux naturels. En terminant, je voudrais aussi porter à votre attention d'autres considérations à prendre en compte, donc l'impact des routes qui sont un enjeu majeur au niveau de la fragmentation. Peut-être prévoir certains passages phoniques, mais on ne fait pas ça n'importe où, n'importe comment. Donc, il faut s'assurer de l'efficacité et il y a de la science à développer de ce côté-là. Donc, il faut prévoir un suivi pour être sûr qu'on s'améliore. Donc, l'équipe de rétablissement, il y a beaucoup d'éléments de connaissances à développer et son travail main de la main à travailler cette connaissance-là, ça va être efficace pour nous parce que des fois, il y a certains peut-être passages qui faisaient un lien entre des habitats permanents d'étang qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure, pas très bien pour la rainette Faugrillon. Donc, il faut s'assurer que c'est quand même un investissement à faire, que ça soit efficace pour tous de ce côté-là. Au niveau de l'entretien des cours d'eau agricoles, ça peut avoir un impact très important au niveau de l'hydrologie et de l'hydropériode de nos étangs de reproduction. Donc, est-ce qu'on peut réduire. En tout cas, je veux qu'on en fasse moins souvent. Je pense que je n'ai pas mis. Je voudrais réduire la fréquence. Je ne sais plus. En tout cas, vous comprenez que si on peut limiter l'entretien des cours d'eau agricoles, juste quand c'est nécessaire et comment on peut s'assurer que l'habitat n'est pas impacté après ces travaux-là. Souvent, on va régaler après ça les déblais, mais est-ce qu'on va venir remblayer d'autres étangs? Donc, il y a tout un élément de planification dans ces choses-là à prévoir. Et les corridors n'ont pas besoin d'être parfaits.
Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une résilience dans notre milieu qui peut permettre un recrutement. Donc, il n'y a pas nécessairement d'entretien à faire, mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un espace, que la rainette puisse se déplacer avec un peu de milieu humide, un milieu terrestre qui est favorable finalement à sa présence et qu'elle puisse bien s'alimenter. Mais finalement, c'est un espace qui n'est pas développé et qu'on peut laisser à l'état naturel pour la survie de la rainette faugrillon. Alors voilà, merci beaucoup à tous. Merci Caroline, c'était vraiment très intéressant.